Mon mari m'a giflé notre propre fils simplement parce que Matteo lui a demandé un simple gâteau d'anniversaire. J'ai pensé que ce serait la blessure la plus douloureuse de ma vie, mais le lendemain, devant mes propres yeux, mon mari a offert un iPad de luxe à son neveu avec un sourire de pure fierté. C'est alors que mon père est arrivé et a vu la marque de la gifle sur la joue de son petit-fils. Je n'avais jamais vu mon père aussi en colère. Devant tout le monde, il a prononcé une seule phrase qui a fait rire mon mari avec mépris. Personne n'imaginait que cette phrase serait le début de la destruction de toute la vie de mon mari. Avant d'entrer dans le cœur de l'histoire de cette vidéo, pour ceux qui se sont déjà abonnés et ont liké, je vous souhaite une excellente santé et que la vie vous comble d'abondance. Commentez depuis quelle ville ou province d'Espagne vous nous regardez. J'espère que cette vidéo vous sera utile et que nous pourrons tous en tirer une précieuse leçon. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Je m'appelle Carmen. Si quelqu'un me demande quand ma vie a commencé à changer, la réponse n'est ni quand j'ai divorcé, ni quand mon mari a été déclaré en faillite, ni même quand il s'est retrouvé sans un seul euro. Tout a commencé par une gifle qui a atterri sur la joue de mon propre fils. Ce jour-là, Matteo fêtait ses 7 ans. Depuis qu'il s'était réveillé, son visage était illuminé par un sourire. Il m'a serré dans ses bras plusieurs fois en me demandant si ce soir-là il pourrait vraiment souffler les bougies d'anniversaire comme le faisaient ses camarades d'école. Je me contentais de sourire et de hocher la tête. Cependant, au fond de moi, je pensais à comment réaliser ce simple désir. Je n'étais pas une mère riche. Depuis que j'avais épousé Alejandro, il avait toujours contrôlé seul tous les revenus. Il ne me donnait que l'argent juste pour les dépenses du supermarché. Même pour acheter les choses dont Matteo avait besoin. Souvent, je devais mettre de côté centime par centime du budget quotidien. Pendant presque 3 semaines. J'ai accepté en cachette de petits travaux de couture des voisines de notre quartier. Le soir, après que Matteo se soit endormi, je restais assise à coudre jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Ce qu'elle me payait n'était pas beaucoup. Mais c'était suffisant pour acheter un petit gâteau d'anniversaire à la pâtisserie. Ce n'était pas un gâteau à plusieurs étages ni un gâteau cher. Juste un gâteau simple avec 7 bougies. Je voulais voir Matteo sourire. C'était tout. Ce matin-là, pendant que je comptais les billets et les pièces que j'avais gagnés en cousant, soudain Alejandro est entré dans la chambre. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé. Par instinct, j'ai couvert l'argent avec la paume de ma main. Rien. Alejandro m'a attrapé brutalement par le bras. Quelques billets d'euros sont devenus visibles. Pourquoi caches-tu ça? J'ai essayé de sourire. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Matteo. Je veux lui acheter un petit gâteau. Je n'avais pas fini de parler que l'expression d'Alejandro a complètement changé. Sans dire un mot, il a pris tout l'argent que j'avais en main. Par réflexe, j'ai essayé de l'arrêter. Cet argent, je l'ai gagné en cousant. Et alors pour Matteo? Alejandro a mis les billets dans son portefeuille. Tu gâtes trop l'enfant. Mais il veut juste. Je n'avais pas fini de parler qu'Alejandro m'a interrompu. Fêter son anniversaire ne rend personne plus spécial. De plus, souffler des bougies, c'est jeter l'argent par les fenêtres. Je n'ai pu que baisser la tête, non par peur, mais parce que je ne voulais pas que Matteo entende notre dispute. En sortant de la chambre, Alejandro a encore eu le temps de dire. Ne lui apprends jamais à l'enfant à demander des bêtises. J'ai fermé les yeux. Ce qui m'oppressait la poitrine n'était pas l'argent qu'il m'avait pris, mais la réalité que mon propre mari n'avait jamais essayé de comprendre les sentiments de son fils. En milieu d'après-midi, la maison a commencé à se remplir de monde. Ma belle-mère, Doña Beatriz, est arrivée avec ma belle-sœur et sa famille pour le repas typique du dimanche. C'était une coutume qu'ils se réunissent dans notre maison les week-ends. Mais curieusement chaque fois qu'ils venaient, l'attention d'Alejandro se concentrait toujours sur son neveu Hugo. Le garçon avait à peine 11 ans. Presque tout ce qu'il demandait lui était accordé. Parfois des baskets de marque, parfois une montre intelligente, parfois un jeu vidéo cher. Pendant ce temps,
à Matteo on demandait toujours de céder. S'il se disputait pour un jouet, c'était Matteo qui devait demander pardon. S'il restait un dernier morceau de nourriture, Matteo devait le partager. S'il y avait des cadeaux, Matteo était toujours le dernier à les recevoir. Au début, j'ai pensé que c'était des idées de ma part. Mais avec le temps la différence est devenue évidente. Cet après-midi-là, tout le monde mangeait ensemble au salon. Ma belle-mère a loué plusieurs fois son petit-fils Hugo parce qu'il venait d'obtenir d'excellentes notes à l'école. Alejandro souriait avec fierté. C'est normal que ton oncle te donne une récompense, a-t-il dit. Tout le monde a éclaté de rire. Dans un coin du salon, Matteo était assis en silence à jouer avec une petite cuillère en plastique. De temps en temps, il me regardait. Son regard semblait demander « Maman, où est mon gâteau ?» Je sentais que mon cœur était serré. Je n'ai pu que lui caresser doucement les cheveux. « Pardonne-moi, mon fils. Maman n'a pas pu réaliser ton souhait aujourd'hui. » Quelques minutes plus tard, pendant que tout le monde continuait à discuter pendant le dessert, Matteo s'est levé lentement. Il a marché vers son père. Ses mains agrippaient le bord de son propre t-shirt par nervosité. Sa voix a sonné très bas. « Papa. » Alejandro était encore absorbé par l'écran de son téléphone. « Qu'est-ce qu'il y a, Matteo ?» Il a respiré profondément. « Est-ce que je peux ? Est-ce que je peux demander un petit gâteau d'anniversaire ?» Le salon est resté dans un silence sépulcral. Tous les regards se sont fixés sur Matteo. J'ai vu un léger sourire sur le visage de mon fils. Peut-être pensait-il que son père s'adoucirait. Peut-être croyait-il que tout enfant a le droit de demander un cadeau le jour de son anniversaire. Mais à la seconde suivante, clac, le son d'une forte gifle a brisé le silence. Le petit corps de Matteo a été projeté jusqu'à tomber sur le sol en parquet. Sa main tenait encore la petite cuillère en plastique qui a roulé sous la table. « Maman. » Sa voix a sonné comme un murmure étouffé. J'ai couru immédiatement pour l'embrasser. Sa joue gauche était rouge. Les larmes coulaient sur son visage sans émettre de son. Je me suis tourné vers Alejandro avec le corps tremblant. « Alejandro, il t'a juste demandé un gâteau. » Au lieu de se calmer, Alejandro s'est levé et a pointé Matteo du doigt. « Si des petits on lui apprend à demander, plus grand il sera un enfant gâté et un bon à rien. » Ma belle-mère Béatrice a hoché la tête satisfaite. « Très bien, Alejandro. Les enfants doivent être éduqués avec une main ferme. » Ma belle-sœur a lâché un petit rire. J'ai regardé un par un leur visage. Personne ne s'est approché de Matteo. Personne n'a demandé si sa joue lui faisait mal. À personne cela n'a semblé excessif. La seule chose qu'ils ont faite a été de donner raison à Alejandro. J'ai serré Matteo plus fort contre ma poitrine. Mais je n'imaginais pas que le lendemain Alejandro ferait quelque chose qui approfondirait la blessure dans le cœur de Matteo 1000 fois plus. Cette nuit-là, Matteo s'est endormi sans dire un seul mot. Il ne pleurait plus. Précisément cela était ce qui m'effrayait le plus. Normalement, après avoir pleuré, il venait m'embrasser et me raconter n'importe quoi qui lui passait par la tête. Mais cette fois, il a juste serré son coussin préféré et a fermé les yeux plus vite que d'habitude. Avant de s'endormir complètement, ses petites lèvres ont murmuré « Maman. Demain je ne demanderai plus rien. » J'ai retenu mes larmes pour qu'elles ne tombent pas. Cette phrase a continué à résonner dans ma tête jusqu'au matin. Le lendemain, la maison s'est à nouveau remplie de bruit. Il s'est avéré que ma belle-mère était venue exprès parce que mon neveu allait passer par là en sortant de l'institut. Selon elle, Alejandro lui avait préparé une petite surprise. Je n'avais aucun intérêt à savoir ce que c'était. Mes pensées étaient seulement centrées sur Matteo, qui depuis qu'il s'était réveillé était très silencieux. Normalement il sortait en courant au jardin pour jouer avec ses petites voitures. Ce jour-là non. Il s'est assis seul sous le porche à dessiner quelque chose dans un vieux cahier. Je me suis approché de lui. « Qu'est-ce que tu dessines ?» Matteo a fermé le cahier d'un coup. « Rien, maman. » J'ai souri. « Si tu ne veux pas me le montrer,
ce n'est pas grave. Finalement il a ouvert la page. Là il avait dessiné un petit garçon debout devant un gâteau d'anniversaire avec cette bougie. À côté il y avait une mère. Il n'y avait aucune figure paternelle. J'ai à nouveau senti une oppression dans la poitrine. Je lui ai caressé la tête. Incapable d'articuler un mot. Vers midi, le klaxon d'une voiture a retenti devant la maison. Alejandro venait d'arriver du bureau. Mais cette fois son visage semblait beaucoup plus joyeux que d'habitude. Dans la main il portait un sac blanc avec le logo reconnaissable de la pomme mordue que tout le monde reconnaît. Mon neveu a couru immédiatement vers lui. « Oncle, c'est pour qui ça ?» Alejandro a souri d'une oreille à l'autre. « Maintenant tu vas voir. » Tout le monde s'est réuni dans l'entrée. Je suis resté debout à l'arrière. En tenant Matteo par la main, dans mon cœur est née une petite espérance. Peut-être qu'Alejandro se sentait coupable. Peut-être que ce cadeau était en réalité pour Matteo. Peut-être que la nuit précédente il s'était juste laissé emporter par la colère. J'ai serré la main de Matteo un peu plus fort. J'ai vu que les yeux de mon fils commençaient à briller. Il regardait le sac blanc sans cligner des yeux. Sa main, de façon inconsciente, agrippait le bas de ma chemise. Alejandro a sorti une boîte plate du sac. Elle était encore présentée avec le plastique d'origine. Ma belle-mère a aussitôt exclamé admirative, « Mon Dieu, ça coûte très cher. » Mon neveu a commencé à sauter de joie, bien qu'il n'osait pas encore le prendre. Peut-être pensait-il lui aussi que le cadeau n'était pas pour lui. Alejandro est resté debout en souriant avec satisfaction. Puis il lui a tendu la boîte, « Pour toi. » Mon neveu a ouvert grand les yeux. « Sérieusement, oncle ? » « Oui. » Pour avoir eu de si bonnes notes et être entré au tableau d'honneur. L'entrée s'est remplie d'applaudissements. Ma belle-mère a embrassé son petit-fils tout en louant Alejandro comme l'oncle le plus attentionné de Madrid. Tout le monde souriait heureux, tout le monde, sauf un petit garçon qui était juste à côté de moi. Lentement, Matteo a lâché sa main de la mienne. Son regard n'était plus fixé sur l'iPad. Il regardait le sol. Son visage était inexpressif. Il n'était pas en colère, il ne pleurait pas, il était juste silencieux. Un silence qui faisait beaucoup plus mal. Je me suis agenouillé devant lui. Matteo. Il a forcé un petit sourire immédiatement. Qu'il est cool, maman. J'espère que Hugo en profitera. J'ai presque eu du mal à lui rendre son sourire. Un enfant si petit avait encore le temps de souhaiter le bonheur des autres. Malgré que son propre cœur soit brisé. Peu après, mon neveu a commencé à essayer son nouvel iPad. Tout le monde l'a entouré sur le canapé. Il riait en voyant l'écran s'allumer. Ils étaient occupés à louer la technologie de la caméra. Personne ne s'est rendu compte que Matteo marchait lentement vers le jardin arrière. Je l'ai suivi. J'ai vu qu'il s'asseyait sur les marches du porche pendant qu'il jouait avec une bougie d'anniversaire que j'avais gardée la nuit précédente dans la poche de mon tablier. En réalité j'avais acheté cette bougie bien avant qu'Alejandro ne me prenne l'argent. La bougie ne s'était jamais allumée. Matteo la faisait rouler doucement entre ses doigts. « Maman, dis-moi, chérie, si l'année prochaine. » Il s'est arrêté un moment. « Si je ne fête pas mon anniversaire, ce n'est pas grave, maman. » Cette phrase a fait que mes larmes tombent enfin. Je l'ai serré fort immédiatement. « Ne dis pas ça. » Pourquoi ? Parce que le jour où tu es né a été le jour le plus heureux pour maman. Matteo a esquissé un petit sourire, mais ce sourire n'est pas arrivé à ses yeux. Quelques minutes plus tard. On a entendu le son du moteur d'une voiture s'arrêtant devant la grille extérieure. J'ai essuyé mes larmes le plus vite possible. Un homme d'environ 60 ans est descendu de la voiture en portant une assez grande boîte cadeau. C'était mon père, Don Francisco. Il y a quelques jours il m'avait appelé au téléphone pour me dire qu'il voulait faire une surprise d'anniversaire à Matteo. Comme il avait eu des affaires professionnelles hors de la ville. Il n'avait pas pu arriver jusqu'à ce midi-là. Dès qu'il a vu la voiture de son grand-père, Matteo s'est levé d'un bond. Son visage,
qui avait été sombre depuis le matin, s'est enfin un peu illuminé. Grand-père. Il a couru vers lui, mais ses pas sont soudain devenus plus lents. Mon père s'est arrêté à quelques mètres de Matteo. Son regard s'est fixé sur la joue gauche de son petit-fils. Il y avait encore une marque rougeâtre qui n'avait pas complètement disparu. Le visage de mon père a changé. Son sourire a disparu immédiatement. Il a posé la boîte cadeau sur le capot de la voiture sans détourner le regard du visage de Matteo. D'une voix très douce, mon père a demandé, « Matteo, qu'est-ce qui t'est arrivé au visage ?» Par instinct, Matteo a baissé la tête et ses mains ont commencé à jouer avec le bas de son t-shirt. Il n'a pas répondu. J'ai vu que la respiration de mon père commençait à devenir plus lourde. Puis il a tourné lentement la tête vers la fenêtre du salon. Là-dedans. Alejandro continuait à rire avec sa famille pendant qu'il regardait son neveu jouer avec le nouvel iPad. Le regard de mon père est passé du visage d'Alejandro à l'iPad dans les mains du neveu puis est retourné à la marque de la gifle sur la joue de Matteo. Je connaissais mon père depuis toute ma vie. Ce n'était pas un homme qui se mettait facilement en colère. Mais pour la première fois j'ai vu que l'éclat de ses yeux devenait d'un froid glacial. Et quand il a commencé à marcher vers la maison, j'ai su que quelque chose d'énorme était sur le point de se produire. Mon père est entré sans hâte. L'ambiance du salon, qui jusqu'alors avait été remplie de rire, est devenue peu à peu inconfortable. Personne ne savait pourquoi il était entré avec un visage aussi froid. Je l'ai suivi de derrière, en tenant la main de Matteo. Je ne sais pas pourquoi j'ai senti que quelque chose que j'avais réprimé tout ce temps allait exploser ce jour-là. Mon père s'est arrêté juste devant la table basse. Son regard ne s'est pas dirigé directement vers Alejandro. À la place il est resté à regarder l'iPad qui était encore dans les mains de Hugo. Puis il a lentement levé le visage. Alejandro. Sa voix a sonné sereine. Mais précisément ce calme a fait que toute la pièce reste dans un silence absolu. Alejandro l'a regardé du coin de l'œil. « Homme, Don Francisco, vous êtes déjà là. » Il n'y a pas eu de salut chaleureux, pas de respect. Il a de nouveau prêté attention à son neveu. Comme si l'arrivée de mon père n'était pas quelque chose d'important. Mon père a respiré profondément. Pose cet appareil de côté un moment. Tout le monde s'est regardé étrangement. Le neveu était confus. Finalement il a remis l'iPad à Alejandro. Mon père a alors demandé à voix basse, « Qui l'a acheté ?»« Moi. »« Pour qui ?»« Pour mon neveu. » Mon père a hoché lentement la tête. « Et pour mon petit-fils ?» Alejandro a haussé les épaules. « Qu'est-ce qui se passe avec Matteo ? C'est aussi ton fils. Il a aussi un cœur. » Le ton de voix de mon père a commencé à changer, mais j'ai vu qu'il regardait directement Alejandro. Celui à qui tu rends heureux est précisément le fils d'un autre. Alejandro a souri avec dédain. Ne vous mettez pas en colère, Francisco. Ce cadeau, il le mérite. Mon père a de nouveau demandé. Alors, qu'est-ce que mérite Matteo ? La pièce est de nouveau restée silencieuse. Personne n'a osé répondre. Quelques secondes plus tard, Alejandro a dit d'un ton plat, une leçon. J'ai serré les poings. Mon père essayait encore de contenir sa colère. Quelle sorte de leçon ? Pour qu'il sache que la vie ne consiste pas toujours à demander des caprices. En entendant cette réponse, ma belle-mère a aussitôt hoché la tête en signe d'approbation. Exactement. Aux enfants d'aujourd'hui on leur cède trop. Nous sommes très fiers qu'Alejandro ose éduquer son fils avec fermeté. Mon père s'est lentement tourné vers ma belle-mère. Je ne parle pas avec vous, madame. Cette phrase a fait que ma belle-mère se taise immédiatement. Pour la première fois personne n'a osé interrompre mon père. Il s'est de nouveau tourné vers Alejandro. Je veux juste une réponse. Est-ce que tu regrettes ou non ? Alejandro n'a pas répondu. Au contraire. Il s'est adossé au canapé en croisant les bras. Je ne regrette pas d'avoir fait quelque chose de mal. J'ai senti une oppression dans la poitrine. Je savais que mon père lui avait donné une opportunité. Mais cette opportunité venait d'être jetée à la poubelle.
Mon père a baissé la tête quelques secondes et alors, boum. Il a frappé la table du salon avec la paume de la main avec tant de force que les tasses de café ont tinté violemment. Même mon neveu a couru embrasser sa grand-mère par peur. Je ne suis pas venu écouter tes excuses. La voix de mon père était maintenant beaucoup plus forte. Je suis venu vérifier une seule chose. Est-ce qu'il te reste encore quelque chose du cœur ou l'as-tu perdu avec ton arrogance? Alejandro s'est aussi levé. Regardez, n'exagérez pas. Je suis le père de Matteo. J'ai le droit d'éduquer mon fils comme bon me semble. Mon père a fait un pas vers lui. C'est vrai, tu es son père. Mais depuis quand être père signifie avoir le droit de piétiner la dignité de ton propre fils? Alejandro a commencé à perdre patience. Si vous n'aimez pas comment j'éduque mon fils, c'est votre problème. C'est ma maison, ma famille. Et je n'ai pas besoin que quelqu'un de l'extérieur vienne me donner des ordres. Ces paroles ont encore plus chauffé l'ambiance. Ma belle-mère s'est levée à toute vitesse. Alejandro a raison. Les beaux-parents ne devraient pas s'immiscer dans les affaires du mariage de leurs enfants. J'ai regardé ma belle-mère avec incrédulité. Même après avoir vu tout ce qui s'était passé, elle continuait à choisir de défendre son fils. Mon père a esquissé un léger sourire. Mais ce sourire ne montrait pas la moindre chaleur. Je ne m'immisce pas, a-t-il dit en montrant Matteo, qui restait debout derrière moi. Je défends mon petit-fils. Silence dans le salon. Puis mon père a regardé Alejandro sans cligner des yeux. Écoute-moi bien. À partir de cet instant même, ne m'appelle plus ton beau-père ni ta famille. Tout le monde a ouvert grand les yeux. Alejandro a semblé surpris pendant un moment, mais ce n'a été qu'un instant. Ensuite il a lâché un petit rire. Tout ça pour une bêtise. Une bêtise. Le ton de voix de mon père est devenu glacial. Pour toi ce sera une bêtise, mais pour un petit enfant. Une gifle de son propre père peut être une blessure qu'il traînera toute sa vie. Personne n'a parlé, jusqu'au son des respirations on l'entendait clairement. Alejandro a de nouveau parlé d'un ton provocateur. Alors, qu'allez-vous faire? Allez-vous me dénoncer? Allez-vous me mettre en évidence? Allez-vous me ruiner la vie? Mon père a doucement secoué la tête. Non. Puis il l'a regardé directement dans les yeux. Je vais seulement récupérer ce qui pendant tout ce temps n'a jamais vraiment été à toi. Cette phrase a fait que tout le monde se regarde entre eux. Ma belle-mère a froncé les sourcils confuses. Ma belle-sœur semblait ne rien comprendre. Moi-même je ne comprenais pas à quoi mon père faisait référence. Seul Alejandro continuait à sembler détendu. Il souriait même avec moquerie. Vous me menacez, n'est-ce pas? C'est un avertissement. Alejandro a ri encore plus fort. Avec quoi allez-vous me prendre ce qui est à moi? Cette maison est à mon nom. Ma voiture est payée. Mon entreprise de construction est en pleine expansion. Tout, je l'ai construit seul. Mon père ne l'a pas contredit. Il s'est contenté de regarder Alejandro pendant un moment. C'était un regard étrange. Ce n'était pas un regard de colère, mais le regard de quelqu'un qui vient de confirmer une grande décision. Puis il a pris la boîte cadeau qu'il avait laissée près de la porte. Avant de sortir, mon père s'est arrêté une seconde. Sans regarder en arrière il a dit à voix basse, Alejandro. Tu es très fier de tout ce que tu as aujourd'hui. Prends bien soin. Parce qu'à partir de demain matin tu commenceras à tout perdre. Il est sorti de la maison. La porte s'est lentement refermée. Peu après on a entendu le son du moteur de sa voiture s'éloignant. Pendant quelques secondes le silence a régné. Puis Alejandro a lâché un grand éclat de rire. Ton père est une blague. Comme il est en colère, il se met à menacer avec des bêtises. Ma belle-mère a aussi souri. Laisse tomber. Tu sais comment sont les personnes âgées. Ça lui passera. Je regardais seulement la porte par laquelle mon père venait de sortir. Je ne savais pas pourquoi. Mais je sentais que cette menace n'était pas seulement un accès émotionnel. Je connaissais mon père depuis toute ma vie.
Il ne disait jamais rien sans une bonne raison et pour la première fois j'ai commencé à craindre ce qui arriverait après que le soleil se lève le lendemain matin. Ce matin-là je me suis réveillé plus tôt que d'habitude. La maison était plongée dans un profond silence. Alejandro était déjà parti à son bureau sur le Paseo de la Castellana avant que le soleil ne soit haut dans le ciel. Il a dit qu'il avait une réunion vitale avec des investisseurs et plusieurs promoteurs pour des projets de millions sur la Costa del Sol. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Mon esprit était encore occupé par l'image de Matteo, qui depuis la veille passait plus de temps silencieux que parlant. J'ai préparé un petit déjeuner simple et l'ai emmené à l'arrêt du bus scolaire. Avant de monter dans le car, Matteo s'est tourné vers moi. « Maman, dis-moi, chérie. Ensuite, quand je reviendrai, je peux te donner un très long câlin. » J'ai souri en lui caressant les cheveux. « Tu peux m'embrasser tout le temps que tu veux. » Matteo a hoché doucement la tête et a marché vers la porte du bus. Je suis resté à le regarder jusqu'à ce que sa petite silhouette disparaisse parmi les autres élèves. Vers 9 heures du matin, mon téléphone portable a sonné. Le nom d'Alejandro est apparu sur l'écran. J'ai décroché, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, j'ai entendu la voix d'Alejandro crier à quelqu'un. Comment est-ce possible qu'ils annulent la réunion soudainement? J'ai seulement entendu des voix floues de l'autre côté de la ligne. Quelques secondes plus tard, l'appel s'est coupé. J'ai pensé qu'il avait perdu la couverture. Mais 15 minutes plus tard mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois ce n'était pas Alejandro, mais Laura, la secrétaire de son bureau. Carmen, dont Alejandro a-t-il pris contact avec vous? Oui, il y a un moment. S'il rappelle, s'il vous plaît dites-lui que nous le cherchons désespérément. Cherchez? Qu'est-ce qui se passe? La voix de la femme sonnait nerveuse. Plusieurs de nos clients les plus importants ont annulé leur réunion d'aujourd'hui. D'un coup, tous en même temps. Oui, Carmen. J'ai commencé à sentir qu'il se passait quelque chose d'inhabituel. Dans toutes mes années de mariage avec Alejandro, je n'avais jamais entendu que plusieurs clients importants annulent leurs agendas le même jour. Vers midi, j'ai reçu un autre appel, cette fois d'Alejandro. Dès qu'il a décroché, très différent de l'habituel, plus aigu, plus accéléré. Comme celle de quelqu'un qui essaie de réprimer la panique. Carmen, oui, est-ce que ton père a pris contact avec toi? Je suis restée un peu silencieuse. Tu n'es pas sûr? Oui. Alejandro a laissé échapper un long soupir. Oublie. Et il a de nouveau raccroché. J'étais de plus en plus confuse. C'était la première fois qu'Alejandro mentionnait mon père après la discussion d'hier. En milieu d'après-midi. J'étais sur le point d'aller chercher Matteo quand mon portable a de nouveau vibré. Cette fois c'était un message court. Il me demandait seulement d'aller à son bureau. En arrivant là-bas, l'ambiance que j'ai trouvée était complètement différente. Normalement, le hall de l'entreprise était toujours rempli de clients et d'employés allant et venant. Ce jour-là, en revanche, il semblait désert. Certains employés étaient réunis à chuchoter. Dès qu'ils m'ont vu entrer, ils se sont tus immédiatement. J'ai marché vers le bureau d'Alejandro. La porte était ouverte à l'intérieur. Alejandro tournait d'un côté à l'autre avec le portable en main. Son visage était pâle. Enfin tu arrives. Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas répondu directement. À la place, il m'a remis un dossier avec plusieurs documents et mises en demeure. J'en ai lu un par un. Le premier était la résiliation du contrat pour la construction d'un parc industriel. Le second venait d'un important promoteur immobilier. Le contenu était presque identique. Ils avaient décidé de suspendre toutes les négociations. J'ai levé la vue. Comment cela a-t-il pu arriver? C'est ce que j'essaie de découvrir. Alejandro a respiré profondément. Tout est arrivé en quelques heures. Avant que je puisse répondre, on a frappé à la porte du bureau. Le directeur des opérations est entré avec le visage tendu. Alejandro, ça va plus mal. L'entreprise fournisseuse d'acier vient de nous contacter.
Ils refusent d'envoyer le matériel jusqu'à ce qu'il y ait une garantie de fonds. Alejandro s'est levé d'un bond. Nous n'avons jamais eu de problème avec eux pendant toutes ces années. Ils disent que la décision vient de leur siège central. Quelle est la raison? Le directeur a secoué la tête. Ils n'ont pas voulu donner d'explication. Il n'avait pas encore fini de parler quand le téléphone du bureau a sonné. Cette fois c'était du département de comptabilité. La voix qui est sortie du haut-parleur a fait que toute la salle reste dans un silence absolu. Chef, la banque a demandé toute la documentation financière mise à jour. Ils ont paralysé le décaissement de la police de crédit qui devait entrer cette semaine. Le visage d'Alejandro s'est encore plus tendu. C'est impossible. Nous remplissons tous les critères. Leur seule réponse a été, textuellement. Il y a eu un changement dans la qualification de risque de l'entreprise. Ils ont raccroché le téléphone. Le bureau est resté dans un silence sépulcral. J'ai vu Alejandro pour la première fois vraiment désorienté. Immédiatement il a commencé à appeler plusieurs contacts qui avaient toujours été très proches d'eux. Lui. Le premier n'a pas décroché, le second non plus, le troisième donnait la tonalité. Mais a rejeté l'appel. Plus il faisait d'appels, plus le changement sur son visage était évident. Sa confiance habituelle en lui-même s'évanouissait par secondes. Cet après-midi-là, quand le soleil commençait à se coucher. Le directeur financier est arrivé à toute vitesse avec un dossier noir d'aspect ancien. Comme s'il était archivé depuis des années. Alejandro, il y a un document que tu dois voir. Alejandro semblait en avoir assez. Si ce n'est pas d'importance vitale, laisse-le pour plus tard. Le directeur a secoué la tête. Précisément c'est de la plus grande importance. Et pourquoi me l'apportes-tu maintenant? Je viens de le trouver dans l'archive des contrats anciens. Alejandro a pris le dossier sans le regarder beaucoup, mais avant qu'il puisse l'ouvrir. Son portable a de nouveau sonné. Il a choisi de répondre à l'appel et a laissé le dossier sur la table. Du coin de l'œil j'ai regardé la couverture de ce dossier noir. Dans le coin inférieur droit il y avait un petit titre écrit à la machine. Accord d'investissement stratégique confidentiel. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis le moment où j'ai vu ce dossier, j'ai senti que toutes les réponses que nous cherchions étaient là-dedans. La porte du bureau s'est de nouveau fermée après qu'Alejandro ait terminé l'appel. Son expression était encore plus désastreuse. Je ne l'avais jamais vu ainsi. Pendant toutes nos années de mariage, Alejandro s'était toujours montré sûr de lui. Même quand il affrontait des problèmes. Il disait toujours que tout se résolvait avec de l'argent et des contacts. Mais ce jour-là c'était différent. Il regardait fixement le vide sur son bureau. Comme s'il essayait d'assimiler ce qui diable se passait. Le directeur financier restait debout devant la table. En montrant le dossier noir qui avait été ignoré. Alejandro, nous ne pouvons pas reporter ça. Alejandro a soupiré lourdement. Qu'est-ce qu'il y a dans ce document? Le directeur a glissé lentement le dossier vers Alejandro. S'il te plaît, lis la dernière page. La pièce est restée dans un silence absolu. Alejandro a ouvert le dossier avec une mine d'ennui. Les premières pages contenaient des rapports d'injection de capital d'il y a des années. Il a tourné la page. C'étaient encore des détails techniques d'investissement jusqu'à ce qu'il s'arrête enfin sur une page pleine de signatures et de sceaux notariaux. J'ai vu comment l'éclat de ses yeux a changé. Son front a commencé à se rider. Il a relu et puis une troisième fois ses mains ont commencé à trembler légèrement. Ça. La voix d'Alejandro a sonné comme un faible murmure. De quel contrat s'agit-il? Le directeur financier a répondu à voix basse. C'est le contrat de sauvetage de l'entreprise d'il y a 5 ans. Moi aussi j'ai été surprise. Sauvetage de l'entreprise. Le directeur s'est tourné vers moi. Vous ne l'avez probablement jamais su, Carmen. Il y a 5 ans, l'entreprise a été sur le point de se déclarer en concours de créanciers. J'ai regardé Alejandro. Pendant tout ce temps il ne m'avait jamais parlé de cette époque. La seule chose que je savais était que son affaire avait traversé des difficultés. Et puis, quelques mois plus tard,
soudain il a expérimenté une croissance brutale. Le directeur financier a continué son explication. À ce moment-là, toutes les banques nous ont refusé les prêts. Presque tous les fournisseurs ont suspendu leurs services. L'entreprise ne pouvait même pas payer les salaires. Si un investisseur n'était pas entré à ce moment-là, l'entreprise aurait fermé. J'ai commencé à comprendre le cours de cette conversation. Et qui a été l'investisseur? Le directeur n'a pas répondu directement. Il s'est contenté de montrer le nom de la société qui était imprimé sur la dernière page. J'ai lu lentement. Le nom de la société d'investissement m'était inconnu. Cependant, juste en dessous figurait le nom de l'actionnaire majoritaire. En lisant ce nom, je suis resté glacé. Mon père, Don Francisco. Le bureau a semblé plongé dans un silence absolu. Alejandro regardait fixement ce nom sans cligner des yeux, comme s'il désirait mal lire. Ça c'est impossible. Le directeur financier a hoché lentement la tête. Nous avons révisé tous les registres du notaire. Il n'y a aucune erreur. À moi il me coûtait encore de le croire. Mon père ne m'avait jamais dit une seule fois qu'il était propriétaire d'un fonds d'investissement aussi puissant. Et ce qui est plus surprenant, qu'il avait sauvé l'entreprise d'Alejandro à l'époque. Le directeur financier est alors passé à d'autres pages du document. La première injection a été de 2 millions d'euros. Il a tourné la page. 6 mois plus tard ont été ajoutés 1,5 million. Page suivante autre 2 millions. Et sur la dernière page 2 millions de plus, un total de 7,5 millions d'euros. J'ai respiré profondément. Pour la première fois j'ai compris pourquoi l'entreprise d'Alejandro avait grandi à un rythme aussi vertigineux ces dernières années. Il s'avérait qu'il y avait une autre main qui le soutenait dans l'ombre. Alejandro restait assis, pétrifié. Son visage était de plus en plus pâle. Pourquoi? Pourquoi ne l'ai-je jamais su? Le directeur financier a répondu avec prudence. Parce que c'était l'exigence de l'investisseur. Il a demandé que son identité soit maintenue dans le plus strict secret. Toutes les communications se faisaient à travers une société mère. J'ai fermé les yeux quelques instants. J'ai commencé à me rappeler beaucoup de choses qui avant me semblaient étranges. Chaque fois que l'entreprise d'Alejandro traversait une difficulté, d'une manière ou d'une autre tombait toujours un grand projet du ciel. Chaque fois que le flux de trésorerie était en danger, il entrait toujours des fonds frais. Pendant tout ce temps, je croyais que tout était le fruit du dur travail d'Alejandro. Maintenant tout s'emboîtait. Le directeur financier a de nouveau tourné la page. Il y a encore quelque chose de plus, Alejandro. Alejandro a lentement levé la tête. Quoi? Dans ce contrat il y a une clause spéciale. Quelle clause? Le directeur a pris de l'air avant de répondre. L'investisseur a le droit de retirer tout le financement de manière immédiate s'il considère que l'entité réceptrice ne respecte pas les valeurs fondamentales convenues. Valeurs fondamentales. Le directeur a hoché la tête. Intégrité, honnêteté et responsabilité morale familiale. J'ai vu qu'Alejandro commençait à serrer les poings. Pour la première fois son visage a montré du regret, mais pas pour Matteo. Mais parce qu'il venait de se rendre compte que tout ce qui se passait était directement lié à la discussion d'il y a 2 jours. D'une voix éteinte il a demandé, et si l'investisseur fait usage de ce droit? Le directeur financier n'a pas répondu avec des mots. Il lui a remis une mise en demeure qui venait d'arriver ce matin même. Alejandro l'a ouverte. Le document contenait à peine quelques brèves lignes formelles. La société investisseuse notifie la paralysation officielle et immédiate de tous les tours de financement postérieur. Sont annulées toutes les lignes de crédit liées et exigées à l'entreprise la liquidation de toutes ses obligations conformément aux termes du contrat. Il n'y avait pas de menaces ni de paroles grandiloquentes. Mais le contenu de cette mise en demeure était infiniment plus terrifiant que les cris de n'importe qui. J'ai regardé Alejandro. Il continuait à tenir le papier avec des mains tremblantes. Ses lèvres ont bougé très lentement. Ça c'est sûrement l'œuvre de ton père? Je n'ai pas répondu parce qu'au fond de mon cœur je connaissais déjà la réponse.
Quelques secondes plus tard, le directeur financier a de nouveau parlé. En réalité, il y a encore une pire nouvelle. Alejandro a levé le regard vide. Encore plus? Le directeur a avalé sa salive. Si l'investisseur principal retire vraiment tout son soutien patrimonial selon la loi hypothécaire, la banque a le droit d'exiger l'exécution anticipée de la totalité des prêts de l'entreprise. La pièce est de nouveau restée silencieuse et c'est à ce moment précis que j'ai vu pour la première fois la peur réelle dans les yeux d'un homme qui s'était toujours cru invincible. Depuis ce jour-là, notre maison est devenue un endroit étrange. Non parce que les meubles avaient changé, mais parce que l'homme qui y vivait n'était plus le même. Alejandro rentrait presque jamais avant minuit. Et s'il rentrait, il s'enfermait directement dans son bureau. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner, parfois il parlait d'un ton de supplication. D'autres il criait de rage et d'autres il restait longtemps en silence avant de raccrocher sans dire un mot. J'ai choisi de ne pas poser de questions. Je savais que n'importe quelle réponse qui sortirait de sa bouche serait seulement chargée de colère. 2 jours plus tard, les premières nouvelles ont sauté, non à la télévision, mais dans les groupes WhatsApp des employés. Une des filles de l'administration m'a envoyé un message. Carmen, est-ce vrai que l'entreprise a des problèmes graves? J'ai lu le message plusieurs fois. Avant que je puisse répondre, elle m'a envoyé une photo de l'entrée principale de l'entreprise. Des dizaines de travailleurs étaient concentrés dans la rue. Plusieurs camions de matériaux étaient arrêtés dehors. On ne laissait entrer personne. Je n'ai pu que regarder l'écran du téléphone en silence. Dans l'après-midi, Alejandro est arrivé à la maison avec le visage émacié. Il ne s'est même pas changé. La cravate qu'il portait toujours impeccable pendait maintenant desserrée. Il a ouvert le réfrigérateur. Après être resté debout devant quelques secondes, il l'a de nouveau fermé sans rien. Je lui ai laissé un verre d'eau sur la table de la cuisine. Bois un peu d'eau. Alejandro s'est assis lentement. Ses mains trahissaient une pure fatigue. Pendant un moment nous sommes restés en silence. Puis il a dit à voix basse, « Aujourd'hui on nous a paralysé 4 œuvres. » Je ne l'ai pas interrompu. Il a continué à parler seul. Si la semaine prochaine il n'entre pas de liquidité, je devrais faire un ERE et licencier tous les ouvriers. J'ai continué à garder le silence, non par manque d'empathie, mais parce que je savais qu'à ce moment Alejandro parlait seulement avec lui-même. Le lendemain, la situation a empiré dramatiquement. Le directeur des opérations est venu à notre maison. Il apportait un tas de dossiers. J'ai écouté leur conversation depuis le couloir. Alejandro. L'entreprise de location vient de se présenter dans les entrepôts et ils apportent un ordre de saisie. De quelle machinerie? De toute la machinerie lourde qui était garantie. La pièce est restée silencieuse. Peu après on a entendu le bruit d'une chaise traînée brutalement. Il semblait qu'Alejandro s'était levé d'un coup. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils apportent un mandat judiciaire. Tel que stipulé dans le contrat, le directeur sonnait très prudent. Ils disent que les délais de paiement ont déjà expiré. J'ai vu Alejandro sortir sur la terrasse. Il est resté debout un bon moment, regardant le jardin vide. Comme s'il essayait d'assimiler la dure réalité. 2 jours ont passé et une autre mauvaise nouvelle est arrivée. Cette fois de la banque. Il ne s'agissait pas d'une simple demande de paiement, mais de la notification officielle que tous les comptes de crédit de l'entreprise étaient gelés. J'ai vu Alejandro tenir la lettre pendant longtemps. Il la lisait encore et encore, peut-être avec l'espoir que les mots changent, mais non. Tout restait pareil. Cette nuit-là il a plu avec assez de force. Quand je m'apprêtais à fermer la fenêtre du salon, j'ai vu qu'une voiture se garait devant notre maison. Plusieurs hommes en costume sont descendus avec des dossiers. Ils se sont identifiés comme experts évaluateurs. Je suis resté un peu déconcerté jusqu'à ce que l'un d'eux dise poliment, « Madame. Nous suivons seulement la procédure. Nous venons évaluer et inventorier tous les actifs qui figurent comme garantis dans le dossier de saisie. » J'ai vu le visage d'Alejandro devenir blanc comme du papier. Il a essayé de leur expliquer quelque chose.
Mais les experts ont continué à faire leur travail strictement. Ils ont pris des photos de la maison de tous les angles. On noté les plaques d'immatriculation des voitures, ont documenté chaque actif précieux. Il n'y a pas eu de scandale et précisément cette froideur bureaucratique a fait que l'ambiance soit beaucoup plus étouffante. Le lendemain matin, ma belle-mère, Béatrice, est arrivée à toute vitesse. Son visage montrait une pure panique. « Alejandro, tu dois arranger ce désastre tout de suite. Que diront les voisins si on saisit la maison ?» C'était la première fois que j'entendais ma belle-mère s'inquiéter plus pour la honte que pour la situation de son propre fils. Elle continuait à parler sans arrêt. « Si tu as besoin d'argent, vends la maison de la Sierra. Vends les voitures. L'important est que le nom de la famille ne reste pas taché. » Alejandro s'est contenté de baisser la tête. Il n'y avait plus de répliques arrogantes comme d'habitude. Des heures plus tard est arrivée ma belle-sœur, mais elle n'est pas venue donner du courage. Mais pour emporter l'iPad que l'enfant portait partout. Son fils pleurnichait parce qu'il avait peur que les experts saisissent aussi son dispositif. Sans presque croiser de parole, ils sont partis. J'ai observé Alejandro de loin. Il regardait la voiture de sa sœur disparaître au bout de la rue. Les personnes qui avant venaient quotidiennement profiter des fruits de son succès. Maintenant commençaient à marquer des distances. Personne ne lui a offert d'aide. Personne ne lui a dit qu'il resterait à ses côtés. Ils sont venus quand il y avait quelque chose à profiter et ont fui dès que les problèmes sont apparus. Le soir, Alejandro était assis seul dans le salon sombre. Il n'avait pas allumé la lumière. Seule entrait la clarté des réverbères de la rue à travers la grande fenêtre. Je m'apprêtais à aller au lit quand soudain il m'a appelé. « Carmen, je me suis arrêté. Crois-tu que si je vais voir ton père il est encore possible d'arranger tout ça ?» Je l'ai regardé fixement pendant un moment. Cette question me semblait irréelle. Pendant des années, Alejandro avait toujours été convaincu qu'il pouvait résoudre n'importe quel problème par lui-même. Maintenant, pour la première fois, il commençait à déposer ses espoirs dans l'homme qu'il avait à peine quelques jours avant humilié. Devant tout le monde. Je n'ai pas répondu parce que moi-même je ne savais pas si la porte du pardon restait ouverte. Cependant, au fond, je sentais qu'Alejandro avait tardé trop à se rendre compte de qui était la personne qui en secret avait soutenu toute sa vie. Le lendemain matin, Alejandro s'est réveillé beaucoup plus tôt que la normale. Pour la première fois depuis de nombreux jours il a mis une chemise blanche impeccable. De celle qu'il utilisait pour les réunions les plus importantes. Mais cette fois il ne portait ni plan ni projet en main. Il n'y avait pas de mallette ni de voiture qui l'attendait à la porte. Il portait seulement un petit dossier avec quelques documents. Avant de sortir de la maison, il s'est arrêté devant la chambre de Matteo. La porte était entr'ouverte. Matteo dormait profondément, en serrant son peluche préféré. Alejandro est resté là debout pendant longtemps. Qui sait ce qui lui passait par la tête à ce moment-là? Puis il a soupiré doucement et a de nouveau fermé la porte sans réveiller son fils. « Je sors un moment » a été la seule chose qu'il m'a dite. J'ai hoché la tête sans poser de questions. Je savais déjà où il allait. La maison de mon père était au bout d'une rue très tranquille à San Lorenzo del Escorial. Elle n'était pas aussi ostentatoire que les maisons des entrepreneurs qui sortent habituellement dans les magazines. C'était une construction en pierre traditionnelle, très simple. Le jardin était plein d'hortensias et de géraniums que mon père entretenait personnellement. Il n'avait jamais aimé les luxes excessifs. Quand Alejandro est arrivé, le portail était déjà ouvert. Mon père arrosait les plantes avec un tuyau. Il a vu arriver Alejandro, mais il n'a pas interrompu son travail. Il n'y a pas eu de salut, pas de sourire. Alejandro s'est approché pas à pas. Don Francisco, mon père a continué à arroser les plantes. La situation est devenue terriblement inconfortable. Les secondes ont passé sans qu'une seule parole soit prononcée. Finalement, Alejandro a de nouveau parlé. « Je suis venu vous demander quelques minutes de votre temps, s'il vous plaît. » Seulement alors mon père a fermé le robinet d'eau, a laissé le tuyau à côté d'un grand pot. « Tu as 5 minutes. »
Sa réponse a sonné complètement plate. Alejandro a hoché rapidement la tête. Ça suffit. Ils se sont assis face à face sous le porche en pierre. J'étais arrivé quelques minutes plus tard, inquiète que la conversation finisse en cri. De loin j'observais les dos de ces deux hommes. Un père qui essayait de protéger son petit-fils et un autre père qui venait de se rendre compte de ses propres erreurs. Alejandro a sorti le dossier. Don Francisco, je sais que je me suis trompé dans beaucoup de choses. Mon père n'a pas répondu. Je sais aussi que vous êtes profondément déçu. Silence. Je ne suis pas venu me justifier. Je suis venu demander une opportunité. Mon père a enfin levé la vue. Une opportunité. Oui, l'opportunité d'arranger les choses. Mon père a observé Alejandro avec attention. Es-tu venu comme père de Matteo ou comme propriétaire de l'entreprise? La question a laissé Alejandro paralysé. Quelques secondes plus tard il a répondu en murmurant. Je suis venu comme les deux. Mon père a doucement secoué la tête. C'est ton problème. Tu continues à ne rien comprendre. Alejandro l'a regardé avec perplexité. Mon père a continué. Si ton entreprise allait bien et gagnait des millions, serais-tu venu ici aujourd'hui? Il n'y a pas eu de réponse. Si on ne t'avait pas paralysé les projets sur la côte? Serais-tu aujourd'hui repentant de comment tu as traité Matteo? Alejandro a de nouveau baissé la tête. Mon père a expiré lentement l'air. Ce dont tu te repens n'est pas de la gifle. Tu te repens des conséquences qu'elle t'a apportées à toi. Ces paroles ont transformé le visage d'Alejandro. J'ai su que mon père venait de lui dire en face ce que personne d'autre n'avait osé prononcer. Un moment plus tard, Alejandro s'est levé et alors, très lentement, il s'est mis à genoux devant mon père. Je suis resté glacé. Dans toutes mes années de mariage, je n'avais jamais vu Alejandro s'abaisser de cette manière. Je vous supplie, Don Francisco, donnez-moi une dernière opportunité, j'arrangerai tout ça. Je serai un bon père. Je demanderai pardon à Matteo de 1000 façons. Je ferai ce que vous me demanderez. La voix d'Alejandro a commencé à se briser. Si cette entreprise de construction fait vraiment faillite, des centaines de travailleurs perdront le pain de leur famille. Mon père l'a écouté sans l'interrompre. Quand Alejandro a fini de parler, mon père s'est levé lentement. Il est entré à l'intérieur de la maison sans prononcer une seule syllabe. Alejandro est resté à genoux. Ses yeux ont suivi les pas de mon père jusqu'à ce qu'ils disparaissent derrière la porte en chêne. Je suis arrivé à penser que peut-être le cœur de mon père s'adoucissait. Que peut-être il reconsidérait toute l'affaire. Quelques minutes plus tard, la porte s'est de nouveau ouverte. Mon père est sorti en portant une boîte blanche attachée avec un ruban bleu. Elle n'était pas très grande, à peu près de la taille d'une boîte de pâtisserie. Il la tenait avec les deux mains. Alejandro s'est levé immédiatement. Son visage s'est rempli d'une soudaine espérance. Probablement il a cru que cette boîte contenait les documents notariaux qui sauveraient son entreprise ou une lettre dans laquelle étaient révoqués tous les ordres de saisie. Mon père s'est approché d'Alejandro et lui a remis la boîte dans les mains. « Ouvre-la, s'il te plaît. » Avec des mains tremblantes, Alejandro a défait le ruban qui enveloppait la boîte. En levant lentement le couvercle, son visage est resté pétrifié. Ses yeux ont arrêté de cligner. Il est resté complètement rigide, sans émettre le moindre son. Moi, qui étais à quelques pas derrière, je ne pouvais pas encore voir le contenu de la boîte. Cependant, par l'expression du visage d'Alejandro, j'ai su que ce qu'il y avait là-dedans était infiniment plus douloureux que de perdre tout son patrimoine. Avec une extrême lenteur, Alejandro a sorti le contenu de la boîte. Ce n'étaient pas des documents légaux, ce n'étaient pas des billets à ordre. Non plus un contrat qui le sortirait de la ruine. Dedans il y avait seulement un petit gâteau d'anniversaire, extrêmement simple. Dessus était plantée cette bougie qui ne s'était jamais allumée et à côté du gâteau une enveloppe de couleur marron. Mes mains ont commencé à trembler. J'ai reconnu cette boîte immédiatement. Quelques jours avant l'anniversaire de Matteo, mon père m'avait appelé en cachette.
Il m'avait dit qu'il avait commandé un gâteau spécial pour son petit-fils parce qu'il voulait lui faire une surprise. Mais comme il avait dû partir en voyage d'affaires, il avait demandé à la pâtisserie de le livrer d'abord chez lui. Je n'aurais jamais imaginé que ce même gâteau finirait maintenant dans les mains d'Alejandro. Mon père l'a regardé sans altérer son expression le moins du monde. 2 semaines avant l'anniversaire de Matteo. J'ai tout préparé. Sa voix sonnait avec un calme dévastateur. J'ai aussi acheté le cadeau qu'il désirait le plus au monde. Un vélo de couleur bleu marine avec son petit casque assorti. Et je l'ai fait parce que ma plus grande illusion était de voir rire mon petit-fils. Alejandro continuait à regarder fixement le gâteau. Ses mains tremblaient sans contrôle. Mon père a poursuivi. Mais quand j'ai franchi la porte de ta maison, la seule chose que j'ai vue a été la marque rouge de ta main sur sa joue. Le porche est de nouveau resté dans un silence absolu. La brise du matin caressait les plantes du jardin. Personne n'a dit un mot. J'ai gardé ce gâteau exprès, non parce que j'espérais que tu changerais miraculeusement, mais pour qu'un jour tu te rendes compte de combien bon marché est le bonheur que demande un fils. Mon père a arraché une des bougies du gâteau, l'a mise devant les yeux d'Alejandro. Mon petit-fils ne te demandait pas une voiture de sport. Il ne te demandait pas une maison à la Moraleja, il ne te demandait pas des comptes bancaires. Il voulait seulement l'opportunité de souffler cette maudite bougie avec son père. Et tu n'as même pas été capable de lui donner ça. Les larmes d'Alejandro ont enfin débordé. Pour la première fois depuis que je le connaissais, il a pleuré inconsolablement. Sans se soucier de le cacher. D'une voix qui était à peine un fil, il a réussi à dire « J'ai complètement échoué ». Mon père a hoché lentement la tête. Tu n'as pas échoué le jour où ton entreprise s'est effondrée, Alejandro. Tu as échoué précisément le jour où ton fils a arrêté d'avoir de l'espoir en son propre père. Cette dernière phrase a été l'estocade finale. Alejandro s'est couvert le visage avec les mains et a éclaté en sanglots amèrement. Mais il n'y avait plus de retour en arrière, on ne pouvait plus rien changer. Plusieurs semaines plus tard s'est conclu le processus de liquidation et de saisie de tous les biens de l'entreprise. L'immeuble de bureau a changé de main. La machinerie a été vendue aux enchères. La maison de luxe, qui pendant si longtemps avait été la plus grande fierté de la famille, est aussi sortie aux enchères judiciaires. Les voitures haut de gamme qui avant ornaient le garage ont été emmenées une par une en grue par les banques. Ce qui m'a le plus surprise de tout cela n'a pas été la perte des biens matériels, mais de voir comment toutes ces personnes qui avant voletaient quotidiennement autour d'Alejandro ont disparu comme par magie. Ma belle-mère Béatrice a décidé d'aller vivre dans l'appartement de sa fille. Elle a dit qu'à son âge elle n'était pas pour supporter des humiliations et passer des difficultés. Le neveu qu'ils avaient toujours tant gâté n'est jamais revenu le visiter. Il n'en est resté aucun quand l'argent et le luxe ont disparu. Alejandro à la fin est resté complètement seul. Moi, de mon côté, j'ai pris la décision que je reportais depuis si longtemps. J'ai présenté la demande de divorce. Non parce qu'Alejandro était ruiné, mais parce que je refusais catégoriquement que Matteo grandisse dans un environnement où on lui fasse sentir qu'il ne valait rien. Le processus judiciaire a été rapide et tranquille. Alejandro n'a présenté aucune opposition légale. Il s'est contenté de signer les papiers dans le bureau de l'avocat la tête baissée. Avant de nous séparer définitivement, il m'a demandé une seule chose. Est-ce que je peux avoir un régime de visite pour voir Matteo de temps en temps? Je ne lui ai pas répondu immédiatement. J'ai regardé Matteo et moi. Matteo était à mes côtés, en me tenant fort la main. De sa petite voix douce, c'est lui qui a répondu « Oui, papa, tu peux venir me voir. Mais à condition que tu ne te mettes plus en colère. » Cette réponse, si douloureusement innocente, a fait qu'Alejandro se remette à pleurer. Il a hoché plusieurs fois la tête, incapable d'articuler un mot. Mais Matteo n'a pas couru l'embrasser. Mon fils s'est contenté de lui dire au revoir avec un geste poli de la main et un sourire formel. C'est à ce moment-là que j'ai compris que les blessures dans le cœur d'un enfant peuvent cicatriser, mais ne reviennent jamais comme avant. Quelques mois plus tard, mon père nous a invités à passer le dimanche dans sa maison de l'Escorial.
Là, au centre du jardin, nous attendait un vélo flambant neuf bleu marine. Celui qui jusqu'alors n'existait que dans l'histoire qu'il m'avait racontée. Exactement tel qu'il l'avait préparé. Matteo a ouvert les yeux comme des soucoupes. C'est pour moi? Mon père lui a dédié un sourire chaleureux et débordant d'amour. Oui, champion, c'est ton cadeau d'anniversaire. Matteo s'est jeté sur son grand-père et l'a serré dans ses bras de toutes ses forces. Son rire déjà cristallin a inondé le jardin. Un son que je n'avais pas entendu depuis très longtemps. Ce jour-là nous avons allumé les 7 bougies qui à l'époque n'avaient pas pu briller. Il n'y a pas eu de fête multitudinaire, il n'y a pas eu de traiteur ni de cadeaux somptueux. Seulement nous trois. Cependant, cette ambiance dégageait beaucoup plus de chaleur que toute la richesse que je n'avais jamais possédée. Juste avant qu'il n'éteigne les bougies, mon père a dit à Matteo à voix basse. Souviens-toi toujours de ça. Fils. La valeur d'une personne ne se mesure jamais par les cadeaux chers qu'elle reçoit, mais par l'affection inconditionnelle qu'elle sent autour d'elle. Matteo a hoché la tête en souriant avec les yeux brillants. A pris de l'air et a éteint les 7 bougies d'un seul souffle. Nous avons applaudi avec joie. J'ai levé la vue vers le ciel orangé du coucher de soleil dans la Sierra. Pour la première fois depuis très longtemps je me suis senti vraiment libre. Et en voyant Matteo rire aux éclats pendant qu'il pédalait sur son nouveau vélo dans tout le jardin, j'ai enfin tout compris. La meilleure vengeance n'est pas de voir quelqu'un perdre sa fortune, mais de s'assurer que la personne qui a été blessée finisse par vivre une vie heureuse, en se sentant aimé et épanoui. Pendant ce temps, celui qui a méprisé ce même bonheur devra passer le reste de ses jours à porter un regret qu'il ne pourra jamais guérir malgré les millions d'euros qu'il essaie de payer.